Alors, bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue au MIAM, bienvenue à tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui dans la salle, mais également à tous ceux qui nous suivent là, en direct sur notre page Facebook. Mon nom est Michael Humelin-Brisebois, je suis ambassadeur à l'École d'intelligence artificielle en santé du CHUM. En mon nom personnel et au nom de toute l'équipe, on est extrêmement heureux de vous accueillir aujourd'hui pour notre premier moment d'intelligence artificielle de la saison 2020. Aujourd'hui, au programme, on vous propose une formule très dynamique où on vous présentera certaines vidéos, mais il y aura aussi des panélistes sur scène pour vous présenter des applications concrètes de l'IA. Donc, on souhaite apprendre avec vous comment ces créateurs mobiliseront l'IA pour transformer le monde de demain et la santé de demain. Évidemment, on a des micros ici dans la salle si vous voulez poser vos questions. En Facebook Live, faites-le en simultané parce qu'effectivement, là, on est diffusé en direct. Tout juste avant de débuter, j'aimerais vous inviter à aller vous inscrire comme apprenant à notre école en allant sur notre site web. C'est très simple, www.eischum.ca. Vous allez voir aussi l'ensemble de notre programmation qui est disponible. Maintenant, sans plus tarder, j'aimerais inviter sur scène Luc Sirois, qui est directeur général de Prom Innovation, à venir présenter ses invités. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, mesdames et messieurs, l'intelligence artificielle, c'est sur toutes les lèvres, ça nous fascine. On est abreuvé au quotidien de nouvelles sur l'intelligence artificielle, mais souvent, on a un peu de difficulté à comprendre qu'est-ce que c'est. Aujourd'hui, on va parler de comment le secteur de l'analyse des données, le secteur de l'analyse opérationnelle, donc plus la recherche opérationnelle au point de vue mathématique, et celui de tout ce qui est analyse des sentiments, convergent et sont utiles pour le secteur de la santé. Quand on regarde ce qui se passe, ici, Montréal, c'est une terre très innovante. Beaucoup d'entreprises, de nouvelles entreprises naissent, grandissent ici à Montréal, et c'est comme ça partout dans le monde. Année après année, on bat record après record en termes d'investissement de capital, de capitaux, de risques, venture capital, et cette année encore, on a brisé des records avec des entreprises dans tous les secteurs. Et cette tendance-là de créer des nouvelles innovations, elle est permanente maintenant. On a ici, dans les hôpitaux, dans les centres hospitaliers, un usage omniprésent des technologies de l'information, des technologies mobiles. Les médecins eux-mêmes utilisent les téléphones, parfois pas pour des usages homologués, mais à tout moment. L'usage des systèmes de dossiers médicaux électroniques maintenant a dépassé les 80 %, et c'est la norme maintenant dans les cliniques externes, de plus en plus dans les cliniques internes. Les nouveaux appareils maintenant permettent aux cliniciens de générer plus de données, de générer des images, d'utiliser des images et génèrent justement des images qu'on doit comprendre. Et que dire du domaine de la santé bien-être à domicile, de la bonne forme physique qui continue de faire des adeptes. Hein? Qui ici a un petit podomètre ou une montre connectée? Hein? On lève la main. Hein? On en a un bon quart des gens. Là. Ça, c'était pas connu avant là, qu'on se promène chacun avec son podomètre. La télémédecine fait des progrès. Plusieurs entreprises maintenant la rendent disponible au secteur privé. Éventuellement, ce sera là pour le domaine public. Et la recherche clinique aussi s'étend dans la population. Ici, on est au centre de recherche où on accueille les patients qui s'engagent dans des essais cliniques, dans des études, dans des projets d'études. De plus en plus, avec des personnes connectées comme vous, ces études-là peuvent avoir lieu à la maison avec des milliers, des dizaines de milliers de personnes pour faire des nouvelles découvertes. Et ces objets connectés-là, ils sont au-delà de la montre. Hein. On va le voir aujourd'hui, on arrive à capter des signes vitaux comme on n'arrivait jamais à capter avant. Et maintenant, grâce à des objets plus perfectionnés, on arrive à capter les signaux encéphalogrammes, des signaux cardiologiques. Et tout ce qui est évidemment des signaux
de l'ECG, de l'EEG. Maintenant, c'est choses communes, ce qui ne l'était pas. Les signaux de la respiration, de la conductivité de la peau, de tout ce qui est de l'effet myélique de la musculation, on arrive à capter des signaux qui n'étaient pas possibles avant. J'avais déclaré mes conflits d'intérêt au début, alors là, je vous en redéclare un autre. Ici, j'ai un conflit d'intérêt très intéressé envers cette personne-là, Catherine, ma fille, qui présente son projet d'Expo-Science. D'ailleurs, ça doit être elle qui m'appelle, là. Non, c'est pas elle, c'est maman. Alors, qui a créé un chapeau qui intègre un électroencéphalogramme qui capte les signaux cérébraux. Et elle, son objectif, c'était pas juste d'analyser les signaux cérébraux, c'était de s'assurer que papa ne s'endorme pas au volant. Ah ben oui, ça, c'est mes conflits. Alors, je suis directeur général de PROM, directeur général de Hacking Health, père de Catherine, et vous avez vu aussi impliqué avec l'entreprise Dialogue en télémédecine. Donc, quand on est rendu que nos enfants fabriquent des objets connectés qui sont destinés à lire les signaux cérébraux pour protéger contre les accidents de la route, on est très avancé. On en connaît d'autres grands innovateurs, hein, le fameux AstroSkin, dont on a tous entendu parler avec notre astronaute préféré québécois, et David Saint-Jean, qui est allé dans l'espace avec ce chandail. Et c'est justement cet objet connecté-là, ainsi que d'autres qui génèrent tellement de données qu'on a besoin d'avoir ici des chercheurs qui sont capables de faire du sens à partir de ces données, d'extraire l'intelligence à partir de ces données. Et c'est un petit peu ce qu'on va voir avec notre première invitée, Nela Mesghani, et son chercheur associé, Youssef également, qui va venir ici sur scène. Mais avant de les accueillir, on les écoute par vidéo. Il manque juste le son. Ici, au laboratoire d'imagerie et d'orthopédie de l'ETS, en plein cœur du centre de recherche du CHUM, on retrouve des experts d'analyse de données biophysiologiques, des analystes de données massives issues de millions d'objets connectés. Et ces gens-là, vous allez découvrir avec nous, sont des experts pour faire parler les données massives et pour créer un sens à toutes ces données issues des systèmes médicaux, des objets connectés. On les écoute ensemble. Nos travaux de recherche s'articulent principalement autour de l'analyse de données biomédicales. C'est un projet de recherche qui a eu lieu grâce à une contribution de Carré Technologies, du CRSNG et de PROMP également. Donc, quand il y a des données qui sont disponibles à l'hôpital, par exemple ici au CHUM, on s'en sert de ces données-là. Quand il y a de nouvelles technologies qui nécessitent la collecte de données pour le développement de la nouvelle technologie, on fait la collecte de données. On trouve sur le marché de plus en plus d'objets connectés et donc il faut faire un bon usage de ces objets connectés et de développer des applications qui peuvent être utilisées concrètement pour résoudre des problèmes, par exemple la détection de l'insuffisance cardiaque à partir d'un matelas qui est connecté. Juste un matelas qui est très mince, qui peut être mis sous le drap du patient et on aimerait utiliser ce matelas pour la détection d'insuffisance cardiaque. Un de nos projets, c'est de mesurer l'observance de traitement en réadaptation à domicile. On aimerait faire le suivi du patient suite à une chirurgie cardiaque chez lui et donc faire le suivi aussi bien de son activité physique que son activité cardiaque et respiratoire. Ça, c'est des outils d'analyse de données qui permettent d'extraire les connaissances à partir des données physiologiques ou de mouvements pour le suivi de patients. Les patients, suite à une chirurgie cardiaque, ils doivent être gardés à l'hôpital ou bien, après une période, je pense, de 2 semaines, ils doivent rentrer chez eux. Donc, une fois ils rentrent chez eux, ils doivent remplir des formulaires chaque jour pour dire qu'est-ce qu'ils ont fait comme activité physique, est-ce qu'ils ont eu un malaise pendant la journée, est-ce qu'il y a eu des anormalités selon eux. Ces formulaires sont souvent très biaisés pour 2 raisons. La première est que ça dépend de la perception du patient. Et la deuxième raison, c'est que les patients veulent plaire à leur clinicien
Et donc, ils surestiment des fois les données qu'ils vont mettre dans ces formulaires. L'Exoskin, qui est un textile connecté, pourra remplacer ce formulaire et le faire de façon automatique. Donc, notre objectif est de faire aussi bien la mesure de l'activité physique, de données cardiaques et respiratoires, automatiquement à partir de l'Exoskin. Et donc, le patient n'aura plus à faire ce travail de description du déroulement de sa journée, en quelque sorte. On est bien content de voir que les résultats de nos travaux de recherche sont transférés vers un partenaire industriel et que ce que nous avons développé va servir réellement à quelque chose et pas juste à la rédaction d'articles scientifiques ou à participer à des conférences. Donc, des organismes subventionnaires comme PRAMP participent grandement dans l'avancement des connaissances et dans le développement de nouvelles technologies médicales parce qu'ils nous offrent l'opportunité de collaborer avec des partenaires industriels et donc le partenaire industriel contribue au financement de nos activités de recherche. Nous, on contribue à la formation de personnel hautement qualifié. On développe des choses qui sont transférées après vers le partenaire industriel. Donc, c'est une relation où tout le monde, d'après moi, est gagnant. J'aimerais enchaîner avec la vidéo de Youssef également. Youssef qui est le chercheur, l'analyste et l'expert en données. Alors, si à la régie, on a la vidéo de Youssef également. Peut-être que pendant que vous le cherchez, on pourra passer. Oui, alors on y va avec ça. Ma recherche, c'était sur la classification des sujets asymptomatiques par rapport aux sujets gonarthrosiques, ceux qui souffrent de l'arthrose du genou. On essaie d'avoir une biomécanique du genou, puis de classifier les signaux. C'est un projet de recherche collaboratif entre Ilulio, Imovi, CRSNG et PRAMP. Je fais le pont entre le laboratoire, la recherche et l'industrie, et en même temps, on contribue à la formation de nouveaux étudiants qui vont prendre la relève. Alors, on les applaudit bien fort. Youssef Wakrim et Neila Mesghani, on les accueille ici. Ils sont ici avec nous aujourd'hui. Come on down, on est heureux de vous avoir avec nous. Ben oui, venez-vous-en. Venez-vous-en. Alors, écoute, c'est fascinant, hein? Ils sont ici, à l'intérieur même du centre de recherche du CHUM. Ici, vous êtes à quelques étages d'ici, n'est-ce pas? Si je me trompe pas, on a eu la chance de se rencontrer, de voir à l'œuvre à l'intérieur même du centre de recherche du CHUM. Alors, Neila, pourquoi on fait ces travaux-là ici? On fait ces travaux de recherche parce qu'on sait que c'est utile pour le patient. On parle de problématiques concrètes posées par les cliniciens et on essaie de trouver des solutions à ces problématiques. Puis est-ce qu'on voit vraiment un futur où on va mesurer, utiliser ces données-là des patients? Ah, tout à fait, oui. Les applications concrètes, là, elles sont déjà sur le marché. Certaines applications ne sont pas tout à fait validées cliniquement, mais il y en a d'autres qui sont bien validées, donc elles sont utiles. On parle du suivi du diabète, par exemple. C'est des applications qui sont déjà fournies aux patients et qui sont... Puis, je vais faire un peu sceptique, là. À un moment donné, est-ce que les cliniciens ne vont pas se trouver avec trop de données, avec tellement de données qu'ils ne sauront plus quoi faire avec et qu'ils vont simplement abandonner? Ça va être le rôle de l'intelligence artificielle et des méthodes d'apprentissage machine qui vont aider les cliniciens dans l'analyse et l'interprétation de ces données. Mais c'est sûr, si le clinicien va devoir analyser des séries temporelles, des données, c'est-à-dire des signaux qui arrivent à chaque seconde pendant juste 24 heures d'un patient, ça sera une tâche impossible. Et donc, c'est les systèmes d'analyse de données, d'intelligence artificielle, d'apprentissage machine qui vont faire ce travail. On a vu des exemples de suivi d'activité cardiaque, d'activité cardiovasculaire. Quel domaine devrait émerger en premier en termes de l'usage de l'intelligence artificielle pour monitorer les patients? Est-ce que c'est celui-là? J'ai pas bien compris. Dans lequel des domaines devrait être le premier
quel type de données vont être les premières utilisées pour monitorer les patients à distance? Ça va dépendre de l'application. Donc, si on parle, par exemple, le suivi de l'insuffisance respiratoire, donc c'est des données respiratoires. Si on parle du suivi du diabète, ça va être des données qui sont relatives, des signaux vitaux du diabète. Et ces données-là vont une fois analysées avec les constats, les alarmes, l'intelligence extraite, vont se retrouver où chez les cliniciens? Comment est-ce que les cliniciens vont accéder à ces données-là? Alors, ces données vont être certainement stockées de façon sécurisée sur des serveurs, dépendamment de l'application. Ça peut être, les données peuvent être stockées localement ou envoyées vers le clinicien directement. Oui. Et donc, le médecin pourrait les accéder à partir du dossier clinique, à partir de son... Par exemple, oui, tout à fait, oui. Youssef, vous êtes un spécialiste de l'analyse comme tel des données. Qu'est-ce qu'on fait quand on est un analyste et un chercheur spécialiste des données comme ça? C'est quoi le... Voilà. La première chose, on regarde les signaux. On essaie de les comprendre. Les images, les signaux comparément aux images, quand tu vois une image, c'est facile, tu peux facilement voir s'il s'agit d'un chat ou d'un chien. Mais contrairement aux signaux, quand tu les regardes, c'est difficile à comprendre, même par les spécialistes eux-mêmes. Donc, des fois, par exemple, on dit on va filtrer les signaux. Mais en filtrant les signaux, est-ce qu'on n'enlève pas la partie qui est discriminante? Par exemple, si par exemple, une personne fait une arythmie, puis on dit on va lisser le signal. Ça se peut qu'on enlève cette information qui est pertinente. Donc ça, c'est le défi, c'est de comprendre. C'est fascinant parce que même justement dans des signaux d'arythmie, par exemple, parfois l'information de la métadonnée peut révéler des choses qu'on ignorait. Donc l'heure, l'endroit, certains paramètres qui ne sont pas visibles dans le signal comme tel. Donc même l'attention aux données qui ne sont pas données fait une différence. Oui. Des fois, avant, ce qu'on faisait, on prenait les données, puis on essayait d'extraire des caractéristiques de ces données-là. Maintenant, avec le domaine de deep learning et du machine learning, on laisse le programme par lui-même extraire les landmarks, les caractéristiques d'une telle pathologie. Donc, on n'induit pas en erreur, on le laisse réfléchir par lui-même, puis essayer de trouver c'est quoi la frontière, dessiner par lui-même la frontière pour séparer les personnes malades des asymptomatiques. Je vais vérifier ici avec les gens ici là, dans la salle. Combien ici, soyez pas gênés, on n'est pas dans un congrès scientifique, on est dans un centre clinique. Combien d'entre vous ici sont à l'aise avec le concept de deep learning, d'apprentissage profond, d'apprentissage machine? Alors, on lève la main, ceux qui connaissent ça ici. On en a peut-être un cinquième. Alors, c'est quoi ça, l'apprentissage profond? Qu'est-ce que ça veut dire, là? OK. Disons, par exemple, le machine learning, ça utilise plus des statistiques et des fonctions mathématiques pour aller chercher des informations à partir des signaux. Par exemple, ce qu'on faisait, la moyenne, le maximum, la fréquence, etc. Le deep learning, c'est une partie, c'est une section du machine learning, mais plus approfondie. Par exemple, si je vous dis... si je vous montre une photo d'un chat et d'un chien, je vous dis, expliquez-moi comment différencier un chat d'un chien, format algorithmique. Vous ne serez pas capable. Un algorithme ne pourrait pas être programmé pour faire ça. Pour écrire, essayez de m'écrire. Il n'y a pas de formule mathématique qui définit un chien. C'est ça, exact. Ouais. Donc, il faudrait aller chercher des landmarks. Là, nous, on ne peut pas. C'est facile de le voir, mais comment l'expliquer, on ne sait pas. Donc, c'est ça. On laisse la machine, par elle-même, trouver à l'aide des filtres, à l'aide des landmarks, aller chercher des frontières qui permettent de discriminer. Des landmarks comme, il y a des longues oreilles, il y a un visage couvert de poils, il y a un long museau, ça doit être une fleur. Oui, c'est ça. Ou bien, Mon algorithme n'est pas encore au point. Par exemple, un bus scolaire, c'est un bus jaune avec des rayures noires. Mais là aussi, ça peut être un hack du deep learning. Si, par exemple, la personne, au lieu, il y a une reconnaissance faciale du visage, au lieu qu'une personne fasse un masque direct sur son visage pour simuler une autre personne,
Il suffit de changer juste quelques landmarks que l'algorithme utilise. Par exemple, au lieu de voir le visage complet, il va juste regarder les points, les coins de tes yeux, le nez, la bouche. Donc, si la personne est capable juste de modifier ces points-là, il peut hacker le deep learning. Donc, si on parle du hack du deep learning. Donc, on n'est pas encore tout à fait au point nécessairement, mais déjà, on arrive à voir des landmarks comme ça, des points d'ancrage, pas juste dans des images de personnes ou d'animaux, mais maintenant dans des signaux biomédicaux. C'est ce que vous nous dites, exact. là. Exact. Et où est-ce que ça nous amène? C'est quoi le futur, Néla, pour vous, de la recherche dans ce domaine-là? Moi, je pense que ça va faciliter le suivi de patients à domicile. Moi, c'est principalement mon objectif principal, assurer le suivi à distance. Et aussi bien le suivi de patients que le bien-être aussi. On peut imaginer même de la prévention, parce que là, on parle de suivre le patient, donc on assume qu'il est de retour chez lui, mais avec de l'analyse de signaux, on peut peut-être prévoir des conditions? Oui, tout à fait. On peut prévoir des conditions anormales, par exemple, d'un patient qui rentre chez lui suite à son séjour à l'hôpital. On peut, par exemple, imaginer la prédiction d'une crise d'épilepsie avec un objet connecté. Ça serait bien si un jour on peut faire ça. Donc, les gens ils vont être plus à l'aise à sortir dans la rue sans avoir ce souci là, de crise qui peut arriver en tout moment. Je suis sûr qu'ici, on a plein de questions. Alors, est-ce que dans l'audience, on a des questions? En fait, j'en prendrai une de l'audience, ou peut-être d'ailleurs, on est sur Facebook Live en temps réel. Présentement, il y a peut-être des questions de l'audience qui nous écoute à distance. On me dit qu'ils sont quoi? 1,2 million. Oui. Alors, question. Cette bouche bée, là. Bon, écoutez, je pense qu'on a posé plein de questions, puis ils sont tous en train d'absorber tout ça. Mais Cathy, tu en aurais une comme ça pour nous? Merci pour les témoignages. Toujours un plaisir de vous écouter. Quel est le défi présentement culturel entre les différentes professions? On a le chercheur, on a l'analyse de données, on a un chercheur-ingénieur, on a le clinicien, le patient. C'est quoi vos défis culturels de langage là, entre les disciplines? C'est un domaine qui couvre en même temps plusieurs autres domaines. Donc, pour développer des objets connectés de ce genre, c'est sûr qu'il faut faire affaire avec l'informaticien, avec celui qui va faire l'analyse de données, celui qui va nous dire si le patient va accepter ce qu'on va développer, donc les aspects acceptabilité sociale. Donc, c'est un domaine dans lequel plusieurs acteurs doivent travailler ensemble et en même temps. Oui, parce que déjà, juste aujourd'hui, d'avoir un dialogue comme ça sur deep learning, sur machine learning, sur marqueurs, sur signaux, déjà, c'est un nouveau langage pour les cliniciens. Alors, on les applaudit bien fort. On les remercie d'être venus avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Bien, alors, justement, quand on parle de capteurs de signaux, là, on va un peu à l'extrême en captant des signaux neurophysiologiques et neurologiques ici. Vous connaissez ce truc et ce machin? Et vous reconnaîtrez certainement la personne aussi qui le porte. Alors, un casque EEG qui permet de capter des signaux, mais qui est installé dans un laboratoire qu'on aime beaucoup, qui s'appelle le Tech 3 Lab, qui est propulsé par, en fait, la chaire CRSNG Prompt de l'expérience utilisateur de HEC Montréal. Et cette chaire-là, ce laboratoire-là, se spécialise dans l'étude des réactions des personnes dans leur interaction avec des machines, leur expérience dans le réel, dans le virtuel, et capture les données pour être capable de mesurer tout ça. On écoute une petite vidéo de Pierre Majoric et son équipe avant d'accueillir notre prochain invité.
suis titulaire d'une chaire de recherche industrielle CRSNG Prompt en expérience utilisateur. L'objectif, c'est de mesurer, par exemple, la frustration, le plaisir, la charge mentale vécue par des utilisateurs en interaction avec des technologies de toutes sortes et d'être capable de le mesurer avec grande précision pour savoir à quel moment une interaction n'est pas optimale et être capable d'aider les concepteurs de ces applications-là à les améliorer. Un test qu'on a fait cet été là, dans le domaine de l'épicerie en ligne, l'utilisateur essentiellement est capable de verbaliser 20 de ces points de friction-là qu'il y a eu pendant l'expérience, mais 80 des points de friction, on était capable de les détecter automatiquement avec la technologie qu'on a développée, sans même que l'utilisateur les verbalise. Ce que ça permet de faire, c'est que ça ramène au concepteur le moment exact de cet élément-là qu'on devrait modifier pour rendre l'expérience plus optimale. Alors, pour nous en parler, on accueille chaleureusement David Briogne du laboratoire Tech3 Lab. On l'applaudit bien fort. Viens-t'en, David. Je ne pouvais pas manquer l'occasion. Alors, merci d'être venu, David. On s'est transporté avec toi dans le laboratoire. On a vu un petit peu comment ça se passe, mais explique-nous ça, là. Qu'est-ce que c'est Tech3 Lab et qu'est-ce que c'est cette science-là de l'étude de l'expérience utilisateur? Donc, bonjour à tous. Le Tech3 Lab est un laboratoire de recherche en expérience utilisateur. Notre objectif est de comprendre les interactions en fait, entre les humains et les machines ou n'importe quel device, qu'on parle avec écran ou sans écran. Pour exemple, les assistants vocaux comme Alexa ou ces Google Home de ce monde. Et en fait, on va utiliser différents outils, qu'on a pu voir ici, et on triangule l'information pour avoir le maximum de données et pour comprendre l'interaction vécue au-delà de l'interaction en fait, perçue. Ce qui permet en temps réel de savoir à quel moment où regarde le participant, quelle est son émotion, quelle est l'intensité de son émotion, et de nous de pouvoir définir comment ça se passe pour, comme disait Pierre-Majorik Léger, le concepteur, pour améliorer en fait l'application, le site ou n'importe quelle interaction à un moment T précis. Donc là, on a vu dans la vidéo, par exemple, le petit point rouge là, qui circulait sur des lignes pendant que la personne faisait la lecture à l'écran. Donc, on analyse qu'est-ce qu'il regarde, l'enchaînement de ce qu'il regarde sur une page, et on mesure son émotion en fonction de ce qu'il regarde, si j'ai bien compris. Absolument. En fait, en temps réel, on va capter le regard grâce à l'oculométrie, qui sont des outils développés depuis des années. Et on va utiliser des systèmes comme, là, c'est un logiciel qui s'appelle FaceReader, qui en fait, nous présente les émotions en temps réel du participant. Et nous, au laboratoire, on a développé les outils qui nous permettent de synchroniser l'ensemble de ces technologies afin d'avoir un complément d'information beaucoup plus riche. Tu mentionnais en intro que c'était dans des environnements à l'écran, mais maintenant aussi dans des environnements hors écran. Donc, dans le monde réel, on arrive à mesurer où la personne regarde et comment elle se sent dans un lieu physique réel? On pourrait. Il y a différents outils comme des lunettes oculométriques qui vont au-delà des systèmes qu'on utilise devant un écran, mais sinon, on ne va pas utiliser ces outils-là. On peut utiliser simplement d'autres outils comme la sudation, capturée grâce à l'EDA, ou le rythme cardiaque. Et grâce à ça, on va synchroniser avec l'expérience de notre utilisateur en temps réel pour nous donner plus d'informations. Prenons l'expérience de Alexa, une personne qui interagit avec un système vocal. On va essayer de comprendre les émotions à travers la voix. Oui, ça c'est un nouveau truc là, maintenant. Avant, on regardait, ensuite on écrivait, on peut marcher, mais là maintenant, on parle à son environnement. Absolument. Bon, donc vous étudiez les sentiments et l'expérience utilisateur quand on parle à son ordinateur. On essaie de comprendre tout ça pour améliorer en fait. Alexa? Non, elle n'est pas ici. Mais c'est fascinant. Et pourquoi on fait ça? Pourquoi c'est si important de comprendre l'expérience et le vécu pendant les expériences? Notre objectif, en fait, est d'améliorer l'expérience de tous les utilisateurs avec toutes les interfaces qui vont pouvoir échanger. On va beaucoup penser, en fait, à des jeux vidéo, mais ça peut être aussi des sites bancaires, des sites d'assurance. L'objectif est d'avoir une bonne expérience. La pire chose pour une compagnie d'assurance ou bancaire, c'est d'être frustré devant son interface. On veut améliorer ça. On veut que ça se passe bien. Et ce qu'on préfère, avoir une bonne expérience de notre système, de notre ordinateur en temps réel tout le temps. Donc ici, dans un milieu clinique, on pourrait faire ces analyses sur les outils informatiques utilisés, par exemple? Absolument. Les tests qu'on fait sont sur des outils publics, clients, ou des outils métiers.
Par exemple, au CHUM, avec le projet Pro Bono de Pierre-Majoric Léger, on a essayé de comprendre... Répète-nous, quel projet? Le projet Pro Bono. Pierre-Majoric Léger a un projet Pro Bono. Ah oui, Pro Bono pour le CHUM. Pour le CHUM. Et en fait, on a des étudiants sont venus au CHUM voir comment les patients arrivaient à l'hôpital et fait la première étape du triage. Ah, voir comment ça donc se on passe. mesure leur émotion. Là, ils rentrent. Là, c'était principalement là, ça va une mal. observation. Pas forcément, mais on essaie de se rassurer. Ah oui, non, on pourrait faire ça un concours. Là. Là. Le temps le plus rapide en passer d'un patient frustré à un patient heureux. C'est ça, on pourrait savoir s'il en est, tout ça. Puis là, on fait des concours, puis là, il y a les noms des personnes qui rendent les patients heureux. Mais, non, je faisais des blagues. Alors, qu'est-ce qu'on mesure ici exactement? Là, dans l'interaction qu'on a eue, par exemple, dans ce projet-là, les étudiants ont cherché à comprendre comment les personnes pouvaient être mieux accueillies grâce au système aujourd'hui employé par le CHUM. C'est des projets pro bono, donc il y a moins d'outils employés ici, mais ça permet toujours pour nous d'évaluer l'expérience utilisateur. L'expérience utilisateur peut s'évaluer, entre guillemets, de base rien qu'avec l'observation, et au niveau le plus extrême, on va dire, avec nos outils de plus en plus évolués. Et l'intelligence artificielle, dans tout ça, là, on devine, hein, on voyait un petit peu le thème de la journée, plein de données neurophysiologiques qu'on essaie d'interpréter, de comprendre et rendre utiles. Dans ce cas-ci, l'intelligence artificielle, ça sert à quoi? Dans ce cas-ci, en fait, comme je disais, tous les outils qu'on a aujourd'hui sont des outils populaires qu'on n'a pas inventés. Ce qu'on a développé, nous, c'est des outils pour trianguler, synchroniser cette information. Et depuis le début du laboratoire, disons, cette synchronisation est passée de près de 6 mois à 1 semaine aujourd'hui. Donc, par exemple, quand tu dis c'est des outils qui existent, donc le casque de EEG, la caméra faciale, oui. L'analyse de la position des marqueurs importants du visage, ça, c'est des choses qui existent. Absolument, oui. Et là, vous créez une couche d'intégration de toutes ces données-là qui analysent tout ça en même temps, c'est ce que tu me dis? Qui synchronise, en fait, qui nous permet de synchroniser toutes ces données et de savoir à l'instant T quelles sont toutes ces émotions, toute cette information de données. Donc l'intelligence artificielle nous permet, nous, d'améliorer les processus. Comme je disais, on faisait ça avant pendant 6 mois, aujourd'hui ça nous met 1 semaine à peu près. Et notre objectif futur, c'est de faire ça en 1 heure et d'avoir des systèmes auto-adaptés. À l'époque, ça prenait 6 mois faire une analyse de toutes ces données-là collectées. La recherche pouvait prendre énormément de temps pour synchroniser les données, pour passer à travers tous ces résultats, pour comprendre ce qu'il en était. Et là, maintenant, on veut le faire presque en temps réel. On essaye. Oh, c'est fascinant. David, avant que je passe aux questions de la salle ici, toi, est-ce que quelque chose d'autre que tu trouves important, que tu aimerais partager avec nous sur le laboratoire, sur l'analyse des sentiments? On a pas mal creusé, hein? On a parlé beaucoup de choses. Grâce à la chaire de recherche, on a aujourd'hui beaucoup de partenaires industriels qui nous permettent justement de partager avec les étudiants des vrais projets de l'industrie. Et c'est grâce à ça qu'on peut encore développer et faire des projets un peu plus fondamentaux pour découvrir d'autres choses. Ouais, moi, je me rappelle une anecdote dans le domaine de la santé on étudiait dans vos laboratoires l'expérience utilisateur de l'usage d'un défibrillateur. Alors, on voulait s'assurer que tous les boutons étaient aux bons endroits et que la compréhension était maximale le plus rapidement possible pour faire la procédure. Et là, on s'est rendu compte que la difficulté, c'est que l'infirmière n'arrivait pas à ouvrir la boîte parce que c'était pas clair où était le bouton pour ouvrir la fabuleuse boîte. Absolument. Et dans une autre anecdote, une collègue conférencière partageait aussi le principe de l'épipène. En cas d'urgence, on n'a pas le temps de lire la notice. C'est fou, hein? Ça. Là, maintenant, il y a des épipènes qui nous parlent aussi, mais on ne les écoute pas. Hein? C'est tellement un bon exemple. Pourrait sauver des vies, en fait. Est-ce qu'on a des questions pour M. Brion ici dans la salle? Alors, je vous écoute. Alors, gentil monsieur nous pose la question, est-ce que ces technologies pourraient être utilisées pour enseigner l'intelligence émotionnelle, j'assume aux cliniciens, et l'empathie, et peut-être même l'empathie à des machines? Réponse courte, oui, dans un futur dans quel laps de temps, on ne sait pas encore, mais avec les outils qu'on utilise, on est capable de capter les émotions en temps réel. Ce qui fait qu'on pourrait partager ces émotions à la machine pour qu'elle puisse comprendre et ainsi synchroniser l'ensemble de ces données pour arriver à des résultats et peut-être d'avoir une machine empathique à la fin de la journée. C'est fascinant, vous allez voir, ça enchaîne tellement bien avec la prochaine présentation, mais d'ici là,
Applaudissons tous bien fort David Merci à Brionne tous. du Tech 3 Lab et de la chaire CRSNG Prom. Merci beaucoup, David. Merci, on l'applaudit chaleureusement. Ben oui, moi, je me vois là, dans une relation de couple avec chacun notre casque pour être bien certain de comprendre qu'est-ce qui est vécu comme émotion chez notre partenaire en temps réel. Alors, sans plus tarder, j'enchaîne vers justement des gens qui nous sont très chers. Et puis, j'aurais voulu prendre des photos de ma propre mère, mais quand on parle de créer des expériences utilisateurs et de mesurer l'expérience, le vécu émotionnel, on peut se demander à quoi ça sert. Est-ce que ça peut servir, comme on l'a vu, à enseigner l'intelligence émotionnelle aux cliniciens? Nos prochains invités l'ont déployé, cette intelligence-là, pour mesurer l'expérience émotionnelle de personnes âgées, de personnes atteintes d'Alzheimer, pendant qu'ils vivaient une expérience de réalité virtuelle. Puis là, une expérience de réalité virtuelle, on peut se demander, ben voyons, ceux d'entre vous ici qui n'ont jamais eu la chance de les essayer, ces fameux casques-là, il faut l'avoir fait pour le comprendre. Fait que peut-être qu'un midi, Miam, on fera ça, là. On ne va pas parler, mais on alignera 12 casques et puis on vous fera vivre des vacances extraordinaires d'1 heure sur la plage, au soleil, justement, dans des environnements chaleureux, des environnements agréables, immersifs, où vous retrouvez et où la réalité est recréée d'une façon de plus en plus réaliste et de plus en plus convaincante, et pour induire un état de bien-être, et un état qu'on veut s'assurer qu'il soit le plus agréable et optimal possible pour la personne. Mais ça peut être différent, justement, pour chaque personne. Ça peut être différent d'une personne à l'autre. Et ce qu'une personne vit en fonction de ce qu'elle voit, de ce qu'elle entend, du stimuli va changer d'une personne à l'autre. Si on avait une image de MRI, de résonance magnétique, on pourrait voir l'activité cérébrale et les zones importantes s'allumer ou pas en fonction de ces stimuli-là. Des stimuli qui sont visuels, mais aussi l'importance des stimuli auditifs, l'importance de la musique, des environnements sonores, des environnements musicaux qui vont, avec presque par magie, allumer des parties de cerveau qui étaient longtemps éteintes ou qui n'avaient jamais été ramenées à la vie pendant de longues années chez des personnes âgées. Alors, pour nous en parler, on écoute ce petit reportage avec une entreprise fabuleuse qui est BMU Lab, Beam Me Up Lab, et vous allez voir comment ils utilisent ces technologies-là. Et on va avoir la chance d'accueillir le professeur Claude Frasson et Jean-Julien de BMU Lab pour nous en parler par la suite. Alors, on écoute le reportage. On sert le domaine santé-bien-être, défense, sécurité, formation, training, puis tout le côté commercial. Ce projet de recherche-là est débuté en premier dans le cadre d'un CRD avec CRSNG, puis Mettant Prompt. Donc, ça fait 4 ans de ça. Donc, c'est un premier volet de 3 ans. C'est l'intégration de la biométrie puis de la neuroscience à l'intérieur de la réalité virtuelle et augmentée. Donc, au cadre du temps, c'est devenu le développement des salles intelligentes, puis des plateformes intelligentes, comme s'était rendu compte qu'une salle est trop restrictif. Mettons, on peut déployer dans des environnements réels puis adapter à plein de cadres. Comme entrepreneur, de travailler avec l'écosystème universitaire puis catalyseur un peu comme Prompt, nous apporte accès, mettons, à une quantité de ressources de haut niveau, ponctuelles, mais aussi sur lesquelles on peut se faire des relations à long terme de manière à accroître. Ça apporte de la crédibilité parce que tout le temps, la poule et l'œuf. Mettons qu'on aurait développé la technologie à l'interne. Bon, on serait fait demander tout le temps dans quel cadre l'avez-vous utilisé, puis êtes-vous capable de prouver sa fonctionnalité, puis de prouver finalement de données symétriques de performance.
Donc, en ayant des projets de recherche, bien, ça nous permet en même temps, avec les publications, de faire rayonner les technologies développées, et être capable, en plus, d'aller y associer des indices de fiabilité, puis il y a eu des expériences déjà déployées avec. Avec l'approche universitaire, ce qui est intéressant, c'est être capable d'adresser, vu que ça correspond à des sessions étudiants, de leur trouver un puzzle qui correspond bien à une problématique sur laquelle ils ont des goûts conjoints aussi de leur côté, donc des problématiques qui leur plaît, qui peuvent nous être utiles, puis qui deviennent des blocs légaux sur lesquels on peut enrichir notre écosystème. Donc, ça nous permet d'avancer beaucoup plus vite sur plein de problématiques qui seraient sur lesquelles on aurait besoin de mettre des ressources en nombre important pour des petites durées de temps, souvent. L'aspect cognitif est complexe, l'humain est complexe. Donc, on essaie de profiler à la personne par des interfaces homme-machine au début, des façons plus intrusives, mais ensuite avec des technologies pour le faire de façon le moins intrusif possible. Par la voix, par plein de détections possibles du non-verbal qui pourrait être inséré, les reconnaissances des activités et des sous-activités. Il y a plein de pistes possibles. Puis dans le cadre de ce projet de recherche-là spécifique aussi, il y a tout un volet sur le côté émotif. Donc la mémorisation, souvent, c'est un cercle, une spirale dans lequel, si la personne commence à chercher ses mots, exemple, dans le cadre de l'Alzheimer, elle devient plus nerveuse. Plus elle est nerveuse, plus elle a des problèmes d'habilité de mémoire. Puis, donc là, on cherche à voir qu'est-ce qui peut baisser les émotions négatives, enrichir les émotions positives, tout en rendant plus forte la carte de mémorisation. Tu as l'intelligence artificielle dans le cas de l'individu. Pour le profil, on pourrait ajuster l'environnement en temps réel, détecter, essayer plein de types de musique à travers des playlists fournies par la famille, mettons, puis à l'isoler, lesquels ont un impact plus positif, lesquels ont des impacts plus négatifs par itération rapide. Quand on combine au VR, on peut modéliser l'environnement, puis l'adapter, puis analyser, puis après ça, finir par trouver la recette qui fonctionne le plus, puis elle ne sera pas pour l'éternité, mais pour un temps X avec l'individu, parce qu'il faut aussi que l'adaptation continue à se faire avec l'évolution de l'individu en même temps. Puis, on est choyé ici au Québec. Il y a un beau réseau universitaire, il y a des systèmes d'entraide comme le PROMP en fait partie. Donc, ces aides-là sont disponibles. C'est des experts pointus. Les étudiants ne cherchent pas de mieux que d'avoir des projets de recherche sur lesquels ils puissent carrément croître avec le secteur universitaire puis avec l'entreprise. Donc, moi, je dirais qu'il ne faut pas hésiter de profiter de cet écosystème-là. C'est une façon de renvoyer l'ascenseur aussi. Donc, en même temps, les universités nous ont assistés. On renvoie l'appareil, puis on se fait un plaisir d'accueillir avec nous ceux qui ont été avec nous depuis le début, même comme étudiants. Alors, on accueille sur scène le Dr Claude Frasson et Jean-Julien Guillot de l'entreprise Beam Me Up Lab. On les applaudit bien fort, mesdames et messieurs. Bienvenue. Merci. Docteur Frasson, on pense presque là, on s'avance là carrément dans de la science-fiction, avoir des images comme celle-là, mais vous nous dites que non. Dans le traitement de la maladie d'Alzheimer, de ce spectre-là, on arrive à avoir des résultats nouveaux et fascinants. Oui, tout à fait. Il faut voir que la technologie actuelle combinée permet d'acquérir des connaissances beaucoup plus larges, beaucoup plus importantes en termes d'acquisition et en termes de traitement, c'est-à-dire d'actions que l'on peut faire sur des patients, par exemple. Donc, ces technologies, c'est surtout la réalité virtuelle, la captation des signaux cérébraux avec des EEG qui sont très précis, ces signaux électriques et rapides, hein, et les eye tracking, le suivi du regard. Et maintenant, cette technologie permet d'intégrer dans un seul casque
si vous voulez, la réalité virtuelle et le eye tracking. Et on peut mettre des EEG sur le patient. Vous avez montré tout à l'heure, rapidement, 2 applications. Une, ce qui s'appelle Hippocrate, qui est un projet de formation des étudiants en médecine à l'analyse du raisonnement en médecine. J'ai eu la chance d'avoir, dans mes premiers étudiants, Lambert Farran, qui a été le fondateur de Urgence Santé. Et, vous l'avez eu comme étudiant? Oui. Oh. Et ça m'a permis de voir que le raisonnement médical était très compliqué. Mais ce raisonnement médical, en réalité virtuelle, avec un casque, on peut maintenant suivre le raisonnement de la personne en termes d'analyse, en termes de diagnostic, en termes de traitement, repérer les erreurs, mais aussi repérer les émotions. Les émotions bloquent l'analyse du raisonnement. Vous connaissez tous le blanc de l'examen. Ouais. L'étudiant ne se rappelle plus. Eh bien, son amygdale est coincé, son RAS, Reticular Activating System, est coincé parce qu'il n'accède plus à l'information, à la mémoire. Et un moyen est de relaxer et de permettre... et là, ce que vous me dites, c'est qu'on capte l'activité cérébrale d'un clinicien, d'un médecin, oui. Pendant une procédure, et là, on arrive à mesurer de façon objective la charge cognitive, les blocages et tout, c'est ce que vous nous dites? C'est ça. Alors, dans ces combinaisons de signaux alpha-bêta, des signaux cérébraux, permettent de déterminer 2 choses. L'engagement. Une personne est alerte, est engagée sur le raisonnement, donc elle est apte à raisonner, à déployer son énergie cérébrale. Et d'autre part, elle n'a pas un workload, c'est-à-dire une charge mentale trop élevée. Si elle a une charge mentale trop élevée, elle ne pourra pas trouver le résultat. Donc, quand je vois un étudiant, et je ne sais pas s'il comprend, peut-être qu'il a compris, mais si je savais ce qu'il y a dans son cerveau, je saurais qu'il y a une charge mentale trop élevée et par conséquent qu'il ne comprend pas. Donc, c'est très important d'utiliser ce qui se passe, l'intelligence naturelle, ce qui se passe dans le cerveau pour détecter si la personne peut raisonner. Et alors, dans le cadre de Hippocrate, eh bien, la personne fait son raisonnement, on détecte son émotion, et si à un moment donné, il fait des erreurs, eh bien, automatiquement, là, il y a un peu d'intelligence, il y a un système qui va aller chercher sur Internet automatiquement les informations complémentaires pour l'aider dans son raisonnement. Mm-hmm. Donc, si la machine comprend quand le clinicien hésite ou cherche ou là, éprouve des difficultés et lui fournit des réponses ou plus d'informations en temps réel. Exact, en temps réel et de façon pertinente, adaptée au niveau, à la granularité de connaissances. Et en plus, là, vous me direz, on est un peu, comment dirais-je, difficile, c'est qu'on provoque des émotions aux médecins, un étudiant en médecine. C'est-à-dire qu'à un moment donné, son malade va avoir des symptômes qui s'accélèrent, hémorragie, symptômes plus graves, pour voir les émotions correspondantes de l'étudiant en médecine et sa charge mentale. Si sa charge mentale est très élevée, alors c'est pas bon de confier un patient en, comment dirais-je, en soins intensifs à ce apprenti médecin. On revient, je veux entendre parler des résultats en termes de traitement de la maladie d'Alzheimer dans une seconde, mais Jean-Julien, chez BeMeUp Lab, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on fait? Déjà, merci à vous d'être là. Puis on est effectivement très chanceux d'avoir la chance de collaborer avec les centres académiques et universitaires, puisque finalement, ce qu'on essaie de faire, c'est de démocratiser le travail des chercheurs pour en faire profiter la plus grande partie de la population, tant au niveau des étudiants ou des patients, par exemple, d'Alzheimer. Nous, notre travail, c'est effectivement d'amener le produit qui est sorti du laboratoire vers une phase de fabrication et de mise en marché. Donc, nos équipes sont hybrides, polyvalentes, avec des cerveaux qui, eux aussi, illustrent cette réalité. On travaille aussi bien avec des neuroscientifiques, des programmeurs, des designers UX, de façon à justement rendre ce travail de recherche
avec une plus-value pour l'ensemble de la société. Par exemple, très concret, le partenariat qu'on a dans cet écosystème qui est très sain, c'est d'avoir la possibilité de sortir l'étudiant de son milieu académique et de l'entrer dans un milieu de travail avec une réalité qui sera la sienne, on l'espère, par après ses études, et donc de lui permettre de se confronter à cette réalité de l'emploi, cette réalité du travail, je dirais les exigences qui ne sont pas du tout les mêmes, et souvent c'est des lieux d'échange un petit peu tendus entre les atteintes des objectifs des étudiants qui sont X et celles d'une entreprise et d'un marché qui sont Y. L'idée, c'est ensemble de créer l'ouverture pour que finalement ces projets lui soient profitables à l'entreprise, à l'université et in fine aux patients, aux clients, à la société. On a vu sur les images que le domaine premier de développement et d'application était dans des domaines industriels. Mais là, vous avez choisi d'orienter puis de focaliser aussi sur ces thèmes-là d'environnement virtuel pour les personnes âgées. Pourquoi? Alors, la genèse un petit peu de l'entreprise vient du jeu vidéo, des univers virtuels. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en mettant une paire de lunettes, on perdait quand même beaucoup d'informations sur l'expression faciale ou l'expression des émotions. Donc, ça nous a amené à développer des algorithmes qui sont vraiment maison. Là, on n'a pas du tout utilisé une technologie achetée ou déjà préfabriquée. On a nous-mêmes développé de A à Z la technologie de lecture des émotions, ce qui a le gros avantage de nous libérer des contraintes d'autres fournisseurs. Donc on est vraiment autonome de ce côté-là. Et d'amener plus loin justement cette compréhension de la lecture des émotions, en particulier pour le bénéfice de patients atteints de déclin cognitif. Soit dit en passant, on est tous potentiellement amenés à vivre ces expériences-là, mais qui sont aussi un apprentissage de lecture des émotions pour n'importe quel contexte. Professeur Frasson en faisait état dans un contexte d'études, d'apprentissage. Nous, on le voit aussi dans des applications multiples comme faciliter la décision d'achat ou la prise de décision dans des contextes qui sont complexes. Et c'est le type de projet sur lequel on peut travailler, toujours à partir de données biométriques, qu'elles soient EEG ou complémentaires, de façon à finalement dépasser un peu le seuil de nos propres compétences. Et c'est justement des résultats, vous arrivez à des résultats intéressants. Oui, sur l'Alzheimer, vous savez mieux que moi, c'est une dégénérescence des circuits neuronaux. Et eh bien, il n'y a pas de médication actuelle, mais nous avons trouvé, et après 140 patients, nous avons des mesures, que la réalité virtuelle permet de calmer, évidemment, les émotions négatives, c'est-à-dire l'anxiété. Vous prenez un patient Alzheimer, il a des difficultés à se mémoriser, vous lui demandez encore mais quel est le prénom de ton cousin? Il ne s'en souvient pas. Ça génère davantage d'émotions négatives et ainsi de suite. Et ça provoque un blocage accéléré. Alors, pour relaxer ce patient, on le plonge d'abord dans un environnement virtuel. On a vu très rapidement un environnement de train thérapeutique où la personne avec un casque est dans un train et peut regarder l'intérieur et l'extérieur. Et les résultats ont montré que ça améliore par des tests, ça améliore la mémoire. Le deuxième environnement est un environnement musical. Là aussi, on a montré que la musique permet de relaxer la personne, de lui faire accéder à des souvenirs. Et là aussi, on a, je dirais, plus d'accent de progrès en mémoire. Mais progressivement, nous, ce que l'on veut développer et ce que l'on développe, c'est des Intelligent Cognitive Control Systems, des systèmes de contrôle cognitif intelligents, c'est-à-dire, je vous parlais d'intelligence naturelle tout à l'heure, guidés par le cerveau, par les réactions du cerveau, on veut modifier l'environnement pour améliorer les émotions du patient et donc diminuer ses émotions négatives. Et on remarque que l'accès à la mémoire est amélioré. Alors, un exemple, on a la zoothérapie, on a un environnement de savane où on a des animaux qui sont dans la savane et le patient circule au milieu et selon les réactions émotionnelles, la clarté, le nombre d'animaux, le bruit diminue. Mais plus encore, dans un environnement en cours de développement qui s'appelle zoothérapie, on fait venir dans la chambre du patient, ça se fait en réel aussi, un cheval virtuel et un chien virtuel.
Ça a des capacités relaxantes d'amener un animal, mais là, l'animal... En réalité augmentée, comme s'il était là. Comme s'il était là, mais il est en virtuel. On n'a pas besoin d'amener le cheval et de le désinfecter avant de le rentrer dans la chambre. Là, c'est un cheval virtuel. Mais alors, c'est là que l'intelligence artificielle intervient. Comme le patient a des EEG sur la tête, on détecte ses émotions. Et en plus, on voit... Le patient voit ses propres mains dans l'environnement virtuel. Et il peut caresser le cheval, il peut lui donner à manger, il peut lui dire de partir. Et aussi, un agent intelligent derrière détecte que le patient a vraiment trop d'émotions négatives, il est trop effrayé, alors le cheval recule de lui-même et il arrive même à sortir. Le tout est de guider par le cerveau les comportements dans l'environnement. Et c'est ça la nouvelle, si vous voulez, le nouveau défi. C'est par le cerveau lui-même, les réactions du cerveau, arriver à modifier l'environnement pour que globalement, eh bien, les émotions négatives et par conséquent le fonctionnement cérébral général puissent s'améliorer. Claude Frasson, mesdames et messieurs, Jean-Julien Guillot, on les applaudit bien fort. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci, c'est fascinant. Alors, c'est qui conclut avec une note d'espoir et beaucoup de fascination ce midi, ce moment d'intelligence artificielle le midi. On espère que ça vous a plu, que ça vous a inspiré et on espère aussi que ça vous aura donné des idées pour le hackathon du CHUM qui aura lieu ici même au tout début du mois d'avril, pour lequel on espère que vous viendrez à votre tour donner des idées ou inventer sur place des technologies, des jeux et des intelligences artificielles pour la santé. Alors, c'est notre prochain rendez-vous en ce qui nous concerne, mais d'ici là, portez-vous bien. Bon retour au travail. Merci d'avoir été là.